today is the first colleague I have Christophe Leo from the Institute of Political Science in Paris. So Christophe has recently published with Peter Lang a book on the Gay Congress of 1948, and there's been a presentation on George Orwell as an icon of United Europe. Je vais peut-être commencer mon intervention par une petite mise au point, parce qu'effectivement je vais parler de George Orwell et du mouvement pro-européen en Grande-Bretagne, ce qui en soi peut paraître une provocation, puisque la Grande-Bretagne n'est pas réputée en soi pour être pro-européenne. Alors, je tiendrais d'abord préciser que j'ai fait une thèse de doctorat sur les mouvements pro-européens en Grande-Bretagne, donc en cherchant bien on trouve, et dans la thèse il y en a 18, dont l'une des plus anciennes en Europe, qui est la European Unity League fondée en 1913. Et parmi tous les personnages que je rencontre dans cette recherche des supporters de l'idée européenne, on trouve parfois, de manière épisodique, je vais essayer de développer ça, la figure de George Orwell qui prend une place croissante. Donc j'essaierai de voir un peu comment George Orwell commence à devenir une icône, essayer de bâtir autour de George Orwell une figure d'intellectuel européen. Alors, parmi toutes les particularités du mouvement européen que j'ai eu à étudier, il y en a une en particulier qui m'a beaucoup frappé, parmi toutes les autres que je n'ai pas le temps de développer ici, c'est que c'est un mouvement où il y a très peu d'intellectuels. Si on comparait le mouvement pro-européen en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, dans l'entre-deux-guerres, l'idée européenne en France, ce sont surtout des intellectuels, des grands écrivains, Romain Rolland, André Gide, donc je vais citer, en Allemagne, vous auriez Thomas Mann. Il y a très peu de grands intellectuels qui s'intéressent à l'idée européenne. Alors si vraiment il fallait en citer un pour l'entre-deux-guerres, c'est une figure qui écrase un peu toutes les autres pour cette période-là, c'est H.G. Wells, qui a un engagement politique extrêmement important et qui, jusqu'en 1932 exactement, va se prononcer pour une fédération européenne qui elle-même serait une partie d'une fédération mondiale. Et il va notamment soutenir en 1929 le plan brillant pour les États-Unis d'Europe. Donc George Orwell doit essayer de lutter face à quelques figures comme ceci. Je vais essayer donc de présenter cet intellectuel à travers deux perspectives. D'abord, essayer d'interroger l'européisme ou les idées européennes de George Orwell, puisqu'en fait, on a retenu deux événements phares de l'engagement du militantisme pro-européen de George Orwell. La première, c'est sa participation au congrès fédéraliste qui se tient à Paris en mars 1945, je vous développerai ça, sous la présidence d'Albert Camus. Donc Albert Camus préside une grande conférence fédéraliste à Paris, à la Maison de la Chimie, et il y a 3 Britanniques présents à cette conférence, dont George Orwell. C'est sa première marque d'engagement pro-européen. Et puis deuxième événement phare, c'est son article qu'il publie en juillet 1947 dans la revue Partisan Review, qui est intitulé « Vers l'unité européenne », Towards European Unity, qui sont vraiment les deux grands marqueurs de son engagement européen. Donc, je vais d'abord essayer de développer cet engagement et puis voir un peu comment est-ce qu'on a essayé comment c'est référé à George Orwell, comment est-ce qu'on a pu l'interpréter, l'utiliser, l'instrumentaliser, parce que finalement, en cherchant bien, et c'est un sujet qui m'intéresse depuis près de 10 ans, on ne trouve que ces deux marqueurs sur l'engagement pro-européen de George Orwell. Donc autant dire qu'il est assez limité dans le temps, 45-47, dans la fréquence, il a écouté une conférence et il a écrit un article de 2 pages, et ce sont les seules marques d'engagement pro-européen, mais qui aujourd'hui se retrouvent magnifiées dans beaucoup d'ouvrages sur l'idée européenne. Donc j'essaierai de voir comment périodiser un petit peu cette récupération d'Orwell que l'on veut transformer en icône de l'Europe unie. Alors, premier événement marqueur, c'est le congrès de Paris de mars 1945. Alors, ce qui est surprenant, évidemment, c'est d'abord la date. 22 mars 1945, déjà une conférence à Paris, conférence internationale. Il y a des Italiens, il y a des Allemands, dès mars 1945. Alors, avec des péripéties. Généralement, les Italiens se faisaient passer pour des Suisses italophones, ou alors des Suisses germanophones, c'est qu'on était allemand. Mais c'est un congrès qui a été organisé à Paris par un Italien, qui est Tiro Spinelli, qui va jouer un rôle énorme pour l'idée de la construction, pour l'idée européenne en Grande-Bretagne, puisque Spinelli est un communiste italien, et qui va être emprisonné dans l'île de Ventotene. Et dans cette île, il va commencer à lire beaucoup d'ouvrages, et notamment des auteurs britanniques. Il va lire notamment un économiste de la London School of Economics, qui est Lionel Robbins, notre économiste Barbara Wootton, William Beveridge, et puis 2 auteurs
enfin, 2 hommes politiques, et également des écrivains, Philip Kerr, qui deviendra ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington en 1940, et Lionel Curtis, qui va également développer l'idée européenne. Et l'idée d'Altiro Spinelli, quand il organise ce congrès de 1945, c'est d'essayer de faire renaître une espèce d'âge d'or de l'idée européenne, mais un âge d'or qui serait un petit peu fantasmé autour de quelques grands noms britanniques. La particularité de Spinelli, il l'a dit, d'ailleurs il a traduit plusieurs ouvrages de Lionel Robbins et d'autres fédéralistes anglais, c'est de montrer que l'idée européenne, l'idée fédéraliste est née en Grande-Bretagne, et il se réclame lui-même de cette idée britannique, et tout le combat d'Altiro Spinelli sera d'attirer à Paris, en 1945, plus une série de congressistes britanniques, puisque pour lui, la nation qui compte en 1945 pour forger l'unité européenne, c'est la Grande-Bretagne, il faut faire venir des Britanniques. Alors c'est un semi-échec, mais bon, c'est notamment dû au fait qu'on est en 1945, les transports sont très difficiles, enfin, ne sont pas encore établis, donc il est très difficile de se déplacer. Donc c'est une réunion modeste, hein, il faut bien comprendre qu'il n'y a que 49 personnes, 8 nationalités, mais 49 personnes qui y assistent, dont 3 Britanniques. Alors je donne immédiatement leur nom. Il s'agit d'Henry Noel Bradford, de John Inn et de George Orwell, bien évidemment. Donc, à travers ces trois noms, on peut essayer de comprendre d'abord qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on peut comprendre de cet engagement européen de George Orwell. Quand on fait une comparaison, une étude prosopographique de ces 3 noms, il y a 3 éléments qui surprennent. Premier élément, d'abord, on voit bien que Altiro Spinelli a voulu attirer à Paris ce qu'il a appelé la Scuola Federalista Britannica, c'est-à-dire l'école fédéraliste britannique. Une chose qui n'existe pas, qui n'existe que dans l'esprit d'Altiro Spinelli. Je vous conseille de lire un livre de John Pinner qui s'appelle Altiro Spinelli and the British Federalists, qui vous montre, qui complique tous ces articles-là. Et donc, ils vont essayer d'attirer un groupe très particulier, en fait, tous ces noms que je vous ai dit, Robbins, qui en fait ont milité dans une association fondée en 1938 qui s'appelait Federal Union. Federal Union, c'est une association qui a été fondée par 3 jeunes gens qui se sentaient proches d'un jeune député qui à l'époque paraissait un peu révolutionnaire, c'était Harold Macmillan, et qui se battait à l'époque contre l'appeasement, contre David Chamberlain, il avait même voté contre le gouvernement Chamberlain, il avait été un des 8 députés à avoir voté contre Chamberlain dans le Parti conservateur, et il réfléchissait au début de guerre, et déjà Harold Macmillan, c'est une Europe unie. Et donc, cette association fédérale union va attirer Philip Kerr, Lionel Curtis, Robbins et autres. Et ils vont recevoir, bien comprendre que le mouvement européen ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, il leur faut de l'argent. Et ils vont recevoir une aide financière d'un baron de la presse britannique, Waldorf Astor, toute la famille Astor, et qui dirige notamment la revue The Observer. Première explication de l'engagement de George Orwell. George Orwell, le correspondant à Paris de The Observer, et donc il est présent à Paris en mars 1945, et c'est une façon de vous faire comprendre que s'il est là, ce n'est pas forcément un témoignage de sa conviction, mais il est là quasiment pour un service commandé. La famille Astor lui demande de représenter la famille Astor, le groupe Federal Union, et c'est ce rôle-là que jouera George Orwell. Deuxième chose qui est assez surprenante, il faut bien comprendre que quand on regarde ces trois congressistes à Paris, ils sont tous plus ou moins proches de l'Independent Labour Party. C'est la deuxième clé de lecture de la présence de George Orwell. Ils ont tous été membres ou ont été proches de l'Independent Labour Party. Brailsford a été le rédacteur en chef de la revue New Leader, donc le journal de l'ILP. John Inn est très très proche du Labour Party, et tous les trois d'ailleurs ont une bête noire qui est Ernest Bevin, qui est l'homme de la guerre froide à leurs yeux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est flagrant, des hommes qui vraiment sont en marge ou proches de l'ILP.